Aujourd'hui, regarde qui est là, regarde. On a Mathis à l'horizontale, Mathis en vertical. Je trouve qu'en vertical, c'est plus classe. Je sais pas ce que t'en penses. Salut, Ouais, tu vas bien? c'est très bien, je te remercie. Et toi? Super. Je donne un petit peu le plan du live. On va te Ouais, présenter, faire ton histoire, un peu ton passif. Même si t'es jeune, t'as quand même un passé. On va parler de ce que tu fais en ce moment et puis de tes projets à venir. Ça paraît simple, mais c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne. Même si moi je te connais, mon audience te connaît pas forcément. Et j'ai envie qu'ils te connaissent en fait. Tout comme je pense avoir été le premier en France à présenter Tougan Bar. Et j'en suis très fier. C'est un grand plaisir. Tu vois, j'avais fait le bon pari, entre guillemets. Il a eu une vraie influence sur le marketing online français. Il aurait réussi avec ou sans moi, mais j'ai cette petite fierté de dire, ah, au début, qui c'est qui l'a poussé? Et tu as eu Romain Dropshipping Rebound qui l'a un peu poussé derrière. Et j'ai continué, tu vois, année après année, à dire, c'est le boss, c'est le boss, c'est le boss. Et depuis Tougan, personne ne m'a donné ce feeling en termes de talent, en termes de sensibilité marketing, jusqu'à ce que tu arrives. Ce qui est une grosse responsabilité que je te fous sur les épaules. ouais, Mais j'ai tu me mets de l'impression que la tu as un pression truc. là. Ah, de fou, de Tu me fou. mets- Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc. Donc, tous ceux qui comprennent la rareté et la valeur d'un individu comme Tougan, on tient peut-être quelque chose du même genre avec Mathis. Du coup, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, te présenter humainement, et après, je vais te poser des questions sur ton passé. Ouais, bien sûr. Bah, déjà, merci beaucoup pour cette introduction, cette comparaison. C'est vrai que ça me met beaucoup de pression sur les épaules. Moi, c'est Mathis, j'ai 20 ans, j'ai eu 20 ans il y a quelques mois, expatrié aux Émirats depuis quasiment 3 ans maintenant. J'ai commencé dans l'entrepreneuriat lorsque j'avais 16 ans, quasiment 17 ans. J'ai quitté le lycée sans avoir le bac. Je me suis lancé dans le marketing grâce à Tugan, d'abord dans le copy, puis dans le marketing de manière générale. Et je suis dans cette sphère coaching, infoprenariat depuis plusieurs années maintenant. Et donc, j'ai voulu tranquillement, en étant passionné par le marketing. Donc, c'est marrant quand même que je parlais de Tougan, c'est un peu lui qui t'a lancé, tu vois. Complètement, complètement. C'est-à-dire que moi, lorsque j'étais encore au lycée, en fait, j'ai commencé avec ces programmes, avec RX à l'époque. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce qu'on pouvait avoir pour 50 euros par mois par rapport à des écoles de commerce ou juste déjà des écoles de cours, en fait, c'est ça qui m'a lancé le marketing. Et je me souviendrai toujours la première fois où je suis descendu dans la cuisine de mes parents, après avoir acheté le programme de Tigan, j'étais comme un dingue, j'étais trop content. Donc c'est parti de là, en fait, mon amour pour le marketing. Et après, c'est parti sur plusieurs années, quoi. Je comprends. J'ai fait beaucoup de business online et moi initialement, je suis un mec qui est très très focus product. Tu vois, je pense le produit avant comme un créateur et j'avais pas pensé le marketing jusqu'à rencontrer Tougan. Et c'est lui qui m'a fait changer d'état d'esprit, qui m'a fait penser comme un marketeur. Et un marketeur, en fait, il pense pas product, il pense marché. Il analyse le marché, il arrête de faire l'autiste et il observe les humains en se disant, ils ont quoi comme problème? Et est-ce qu'il y a des solutions qu'on peut leur proposer? Et est-ce qu'il y a un moyen d'attirer l'attention d'une audience spécifique qui a un problème auquel on a une solution? Tu vois, un marketeur, il pense à l'inverse. Il n'arrive pas en mode, hé les mecs, j'ai ça. Non, non, non. Il est en mode, bon, je vais attirer l'audience de toute cette foule et répondre à leurs besoins. Tu vois, il est dans l'écoute. Le marketing, c'est l'écoute. Et moi, non, j'étais pas dans 100%. l'écoute. J'étais un showman. J'étais dans l'expression. Genre, j'ai une inspiration artistique et je vais le faire. Et j'ai eu de la chance au début. Je faisais du sex coaching et ça répondait à un vrai besoin. Donc ça a marché. Mais c'était un coup de chance. Et Tougan, il m'a appris à enlever la chance de l'équation, à dire non, 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 c'est pas une histoire de chance. Si tu vas avoir une audience qui a un vrai besoin et que tu y réponds, bah, t'es utile. S'ils ont un vrai problème et qu'ils sont dépendants de ta solution, t'es plus qu'utile, tu vois. Ils vont te courir après. Et bah, il m'a ouvert les yeux là-dessus. Du coup, on va un petit peu faire ton historique. À quel âge Ouais. tu as commencé le marketing? 16 ans. J'ai commencé le copywriting à 16 ans en fait. J'ai fait, je crois, 2 mois de dropshipping et je me suis rendu compte que c'était pas ma cam, c'était pas trop mon truc. Et donc j'ai commencé le copy à 16 ans. Et ce qui est marrant, c'est que toutes les règles de copywriting que je commençais à apprendre à l'époque et que je devais appliquer, la recherche de l'avatar, tous ces trucs-là, je le faisais sans le comprendre vraiment pourquoi, de manière méthodique. Et c'est que 2 ou 3 ans plus tard que en fait, naturellement, je reviens à ça. Pas parce que c'est les règles du copywriting, mais parce que c'est comme ça que ça marche. Je me disais, tiens, déjà à l'époque, en fait, heureusement que je faisais ça sans comprendre, juste j'appliquais. Et donc j'ai commencé par le copywriting. Donc voilà pour ça. Et puis après, j'ai étendu entre guillemets au marketing de manière plus globale avec une agence. J'ai commencé avec une première agence qui s'appelait Business Crib, où pour le coup, je faisais vraiment des pages de vente pour des infopreneurs, vraiment en cold, direct response comme apprenez à faire Tugan. Et puis, je me suis en fait élargi entre guillemets à plusieurs autres cibles, dans les solopreneurs, le coaching. Et j'ai commencé à faire du marketing, de l'acquisition à la conversion, à la rétention pour plusieurs solopreneurs. Ok. C'est top que tu aies commencé par te faire des fondations de copywriting. Je pense que pour attaquer le marketing, c'est excellent comme école. La difficulté, c'est qu'à part Tougan, va trouver un bon formateur en copywriting en C'est ça. France.
Très difficile. Il n'y a que des C'est exactement Américains ça. qui ont la rigueur du protocole du copywriting. Et je ne suis pas un copywriter, mais j'ai vu des vrais copywriters. Les mecs font des recherches. Ils vont chercher les preuves. Ils vont analyser leur avatar parfaitement. Ils savent à qui ils parlent. Ils connaissent chacun de leurs problèmes. Ils ont des solutions à chacun de leurs problèmes et des réponses à chacun de leurs contre-arguments ou de leurs résistances. C'est très très méthodologique. C'est pas une histoire d'inspiration, de coup de chance ou quoi, c'est vraiment de la recherche. Et cette méthodologie, en fait, amène à construire des business qui sont pas des coups de hasard. C'est pas juste jeter des nouilles sur le mur en espérant que ça colle. Et il y a plein de créateurs online qui ont une approche très artistique, même des marketeurs online. Ils ont une idée, tu vois. Ils sont en soirée, ils ont une idée. Ça marche pas comme ça. Vraiment, il y a une méthodologie. Et dans le copywriting, elle est imposée quand tu travailles avec des gens bien. Et du coup, je sais que tu as participé à un bootcamp de Tougan. Tu avais quel âge quand tu l'as fait? J'avais 17 ans. J'étais seul qui était pas majeur. Et tu sais, la deuxième personne la plus jeune avait 25 ou 26 ans. Donc j'étais vraiment la personne la plus jeune et j'étais allé plusieurs mois dans l'hiver, tu vois, tout seul, enfin, là où on avait le bootcamp. Et on faisait des pages ventes toute la journée. Donc c'était une sacrée expérience. Et ouais, franchement, j'ai rencontré pas mal de personnes et c'était une expérience de dingue. Donc imaginez les mecs. C'est Fight Club, mais version copywriting. T'as des mecs qui font la queue devant une porte d'entrée et t'as un pote à Tougan ou un manager de 40 ans de Tougan avec des lunettes carrées. Je lui fais une dédicace, il sait qui c'est, je dis pas son nom, mais c'est un copain. Donc c'est lui qui ouvre la porte de temps en temps et qui dit casse-toi là, je vais te mettre des coups de balai dans la gueule, casse-toi, tu mérites pas de faire du copywriting, t'es une merde, casse-toi. Et au bout de 3 jours sous la pluie, à rédiger des pages à la main avec ton stylo bic, t'as le droit d'entrer dans le bootcamp. Et le bootcamp, c'est une sorte d'armée avec des singes de l'espace qui sont sur des petits bureaux de merde à bouffer des nouilles de minutes, en rédigeant des textes de vente, en faisant du profit mimeting ou des trucs comme ça, c'est-à-dire regarder des business américains qui marchent, les copier, écrire des textes à la main, jusqu'à ce que il y ait un truc qui soit pas trop merdique. Et ben ça, C'était ça. ça c'était le bootcamp. Et tu vois, la petite anecdote, c'est que on a eu plusieurs fois à Tugan en appel avec les membres du bootcamp. Et en fait, donc on était dans ces locaux un peu préfabriqués, bon, bref. Et en fait, nous, on était avec les doudounes, tu vois. On était comme ça tout l'hiver, parce qu'il avait pas activé le chauffage. Il nous disait, bah, ça va vous réveiller, tu vois, dès le matin. Et il nous regardait, et lui, il était à Dubaï, tu vois, dans le soleil. Mais non, mais j'en garde que des excellents souvenirs, parce que c'est vrai que ce que tu racontes, c'était vraiment l'idée, quoi. C'était vraiment l'idée, et avec les nouilles, le midi, on bossait, on arrivait. Et ce qui est fou, c'est que cette personne-là, qu'on connaît tous les deux, moi, j'arrivais au bureau le matin, dans cet endroit-là pour le bootcamp, il était déjà là. Mais j'arrivais tôt, on arrivait à 7h, 7h30. On repartait le soir à 22, 23h, il nous disait au revoir. Et moi, j'ai toujours cette image de discipline et de montrer l'exemple. Et j'avais l'impression de faire des journées de dingue. Je rentrais chez moi, je dormais, je me réveillais le lendemain matin, puis je réattaquais. Et j'ai l'impression qu'il était tout le temps en train d'être réveillé, quoi. C'était dingue. Ouais, et ça rigole pas. Mais ce bootcamp copywriting est quelque chose de spécial. C'est-à-dire, les mecs qui en sont sortis ont bouleversé la France. Ils ont shooté des mails ultra agressifs et des offres ultra agressifs qui, à mon avis, ont eu tellement d'impact sur la scène marketing française que ça a créé des nouveaux protocoles dans les systèmes de paiement, sur les one-click upsell, ce genre de trucs, et des régulations bancaires, enfin, ça a eu un impact, en fait. Et ça a changé même le marché, je pense. Ouais, moi, j'ai pas shooté tant de mails que ça après le bootcamp. J'ai basculé après sur vraiment le truc personal brand, mais je suis 100% d'accord avec toi, je veux pas te couper, mais je suis complètement d'accord avec toi, ça a changé les règles du marché. Le petit groupe à Tugan, de toute façon, il a changé les règles du marché. Ouais. Et pendant des années, moi, quand j'embauchais des copywriters, la question, c'était tout simple. Avant même de lire les textes qu'ils m'envoyaient, t'es formé par qui? Et si la réponse était autre chose que Tougan, ça dégageait, quoi. J'écoutais pas la candidature. Et idéalement, je voulais des mecs qui aient fait le bootcamp. Et voilà, quoi, c'est une évidence. Donc, t'as commencé par ce truc hardcore. Donc, c'est comme si t'avais commencé par la Légion étrangère du marketing. C'était le truc le plus hardcore qu'il y a eu. Vraiment. Et t'as fait ça à 17 ans. Il faut que les gens y captent, tu vois. Tous ceux qui sont dans le business online, faut qu'ils captent que Mathis, avec ses petites lunettes et sa coupe de cheveux sympa Paris 16e, en fait, il a commencé par la Légion étrangère. Voilà. C'est ça. Et puis surtout à l'époque, ce qui est marrant, c'est qu'on voyait les personnes du bootcamp tomber comme des mouches. C'est-à-dire qu'on était 3 ou 4 mois dans l'hiver, dans une petite ville paumée. C'est-à-dire qu'il y avait rien, quoi. Et moi, en fait, j'ai quitté mes potes qui étaient. Je pouvais en gros soit aller avec des potes à Bordeaux et vivre la vie d'un étudiant de 17 ans, quoi. Tranquille, avec du monde autour. Ou alors juste aller dans des préfabriqués, écrire du copywriting tout l'hiver, dans une ville où je connais absolument personne, dans un petit appart de 9 mètres carrés, et je grossis pas les traits, c'est que c'était vraiment ça, tu vois. Et les personnes, en fait, quittaient au fur et à mesure, et à la fin, on avait commencé, je sais pas, on a commencé peut-être à 15 ou 20, à la fin, il nous restait
je sais pas, 7-8 personnes, quoi. Parce que les gens partaient, en fait. Ils partaient de la ville. Bien sûr. C'était trop dur, quoi. Le rythme était trop dur. T'as vu Starship Trooper? Non. Donc c'est un film avec des commandos de l'espace qui partent affronter des insectes sur d'autres planètes. Et il y a une grosse partie du film qui est la préparation. C'est l'entraînement des Marines, mais des Space Marines. Et donc dans l'entraînement, ils craquent. Pareil, c'est trop dur. Et il y a une cloche, la cloche de la honte. Donc quand t'abandonnes, tu dois, tu sors du rang en gros, tu vas sonner la cloche de la honte et t'es une merde. Et après tu dois sortir et t'as une sorte d'arche comme ça, c'est l'arche des losers et tu passes dessous et t'as perdu en fait. T'as abandonné, tu seras pas un citoyen, t'auras pas les privilèges d'être appelé monsieur, d'être propriétaire et t'as pas servi la cause. Ah, c'était un peu l'idée, ça met une claque dès le début, quoi, parce que du coup, là, pour le coup, j'étais vraiment rentré dans la vie active. Puis moi, pour la petite anecdote, je sais même pas cuisiner, tu vois, j'ai 17 ans, donc j'ai pas vraiment appris à cuisiner, donc je bouffais des conserves, en fait. Tu vois, j'avais juste acheté des conserves et je bouffais des conserves, donc je sais pas les carences que je devais avoir. Et ma vie, c'était juste copywriting, 15 heures par jour, je rentrais chez moi, je dormais, mon appart, c'était mon salon. Enfin, tu vois, le salon, c'était ma chambre, j'avais juste un clic-clac. Et, et ouais, non, c'était complètement dingue. Top. Ensuite, on va faire un petit bond dans le futur. T'as atterri sur le canapé ou le sofa d'Oussama Ammar. Ouais. T'avais quel âge et comment et pourquoi? Alors j'avais 18 ans et en fait j'ai envoyé un message à Oussama sur Instagram parce qu'à ce moment-là en fait j'ai basculé. Après je me suis dit tiens je me suis intéressé au Web3 et j'avais jamais rien lancé en Web3. Je me suis dit tiens ça pourrait être intéressant. Donc j'ai voulu monter un projet autour de cette merveille du monde qui finalement n'a jamais sorti puisque le timing n'était pas bon et on a préféré ne pas prendre le risque de sortir quelque chose qui ne pouvait pas être délivré, donc on n'a même pas fini par le sortir. Et j'ai contacté à la base Oussama pour en fait voir s'il pouvait nous aider dans le projet. S'il pouvait soit investir, soit nous aider. Et en fait, il a accepté de nous aider, moi et mes deux associés. Et donc, il m'avait invité à Paris immédiatement pour pouvoir en discuter. Il m'a tout de suite dit, bah, viens à Paris. J'étais comme un dingue, comment ça m'a marre, Paris, voilà. Et en arrivant chez lui, il m'a dit, bah, il faut que tu viennes à Dubaï parce que c'est là où tout se passe. Et moi, j'y vais la semaine prochaine, donc si tu veux, enfin, viens à Dubaï, quoi. Et donc, j'ai pris mes billets, j'ai pris un Airbnb pour Dubaï sans me poser de questions. En l'espace de 3 jours, j'ai dit à mes parents, moi, je suis parti, je sais pas quand est-ce que je reviendrai. Et je suis venu à Dubaï pour la première fois, je me suis installé ici. Et pareil, sans contact, j'ai fait ma vie, quoi. Attends, que je comprenne. Au début, tu as vécu chez lui à Paris ou tu as vécu directement chez lui à Dubaï? Non, jamais vécu chez lui à Paris. En fait, il m'avait accueilli une fois chez lui à Paris, donc je suis monté à Paris en train pour le rencontrer. Parce qu'en fait, il voulait me voir en vrai avant de collaborer sur un projet, me demander quelles étaient mes intentions pour le projet, etc. S'assurer que tout était bon à ce niveau-là. Et on s'est vu peut-être 1 heure. Il m'a dit, bah, faut que tu viennes à Dubaï. Et, donc, t'as pas vécu sur le canapé? Moi, je croyais que tu avais passé 1 mois ou 6 mois chez lui, sur son canapé. Non, attention. Donc, non, pas à Paris. Une fois que je suis venu à Dubaï, après, j'ai pris un Airbnb à moi à Dubaï. Et puis en fait, 3 mois après ça, après les Airbnb, je lui ai demandé si jamais il avait de la place chez lui, parce qu'il avait une grande maison. Il était en colocation avec plusieurs amis à lui. Il m'a dit, bah ouais, ça peut être trop cool en plus pour lancer le projet, au final, qu'on n'a pas lancé. Mais du coup, pour le coup, là, je suis allé vivre 3 mois chez lui, ses colocs, ses amis qui m'ont accueilli très gentiment. Et donc là, j'ai commencé à rencontrer pas mal de monde et c'est comme ça que ça s'est fait en fait. Bah, vu les capacités hallucinantes de networking d'Oussama, vivre chez lui, en termes de networking, ça a dû être une dinguerie. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'ambiance de vivre chez lui, au niveau de l'atmosphère? Et après, je te demanderai aussi comment ça se passe, l'interaction avec lui au quotidien en privé. Je le connais pas en privé. J'ai eu quelques discussions en visio comme ça, mais c'est tout. Donc du coup, l'ambiance chez lui, ça donne quoi? Bah, je pense que c'est très loin de ce que tous les gens s'imaginent. Après, je sais pas ce que les gens s'imaginent, mais c'est en fait une ambiance normale, quoi. C'est très sain. Il y a plusieurs amis à lui qui sont là aussi, des couples. Et franchement, ça se passe méga bien. En fait, c'est une maison normale. Alors, c'est une maison normale. Oui et non, parce que tous les gens qui viennent dans cette maison, il accueille beaucoup de personnes, des amis à lui, des amis entrepreneurs, des amis de passage, etc., qui viennent. Donc on a des gens qui font des trucs incroyables toute la journée et ça casse nos croyances limitantes. Donc typiquement, c'est de dire, on va faire un énorme toboggan gonflable dans le jardin pour ce week-end, juste pour faire un énorme toboggan gonflable dans le jardin pour ce week-end, tu vois, il n'y a pas de limite. Donc il n'y a vraiment aucune croyance limitante dans les deux sens, donc ça c'est cool. C'est qu'il n'y a pas de docte sociétal. De dogme, pas de docte, de dogmes sociétaux, pardon. Mais à part ça, en fait, ça se passe comme une maison normale. Et par contre, c'est vrai que ça fait drôle quand tu te lèves le matin, tu sors de la chambre, en fait, que tu as Yumi qui prend le petit-déj ou le café dans le salon et que tu n'es pas préparé. Bon, bonjour. Et donc, c'est vrai que tu as pas mal de personnes que tu rencontres suite à ça. Et en général, d'ailleurs, tu comprends après ce qu'elles font. 3 jours après, moi, ça m'est arrivé de taper la discussion normale avec quelqu'un que je pensais était normal, quoi, quelqu'un qui passait. Puis après, je me suis rendu compte que c'était un PDG de start-up qui valait des centaines de millions, tu vois. J'ai dit, ah, ok, tu vois, 3 jours après. C'est amusant, ça. T'as l'air d'être quelqu'un d'assez humble, donc t'auras sans doute pas fait la connerie que moi j'ai fait. Je me suis retrouvé pareil à rencontrer des gens qui pesaient ou qui avaient un talent énorme ou un succès énorme sans savoir qui c'était et à trop ouvrir ma gueule comme un petit con arrogant que j'étais et que je suis, j'ai un problème d'arrogance, et me rendre compte 3 jours ou une semaine plus tard à qui j'ai parlé. Pas à qui j'ai pris d'eau, mais tu vois, devant qui j'ai fait la grande gueule, devant qui j'ai fait le bouffon.
au lieu de la fermer, quoi. J'avais ce mec ou cette nana devant moi et je savais pas. Tiens, leçon d'humilité, genre, si tu sais pas, en fait, pose des questions, essaye de comprendre qui t'as en face. Ouais. C'est clair. Donc, toi, je pense pas que tu as ce problème d'arrogance, mais Non, et puis après, encore une fois, quand j'étais chez Oussama, je lançais aussi des projets, je lançais des agences, j'ai pas fait, tu vois, j'étais pas très haut, quoi. Enfin, je suis toujours pas très haut d'ailleurs, mais enfin, j'avais pas de quoi être arrogant, entre guillemets. ouais. Bah, tu sais, l'arrogance, il n'y a pas besoin déjà d'y être pour s'y croire. Tu as un potentiel. Moi-même, quand j'y étais pas encore, je m'y croyais beaucoup. C'est psychologique. Et tu crois en ton potentiel et tu behaves ou tu te comportes comme si tu étais le roi du monde parce que tu crois que tu vas le devenir. Tu vois, ça m'a beaucoup porté d'avoir ça dans l'esprit, mais ça fait faire beaucoup de conneries en termes d'attitude. Mais je Ouais, pense pas que et c'est à un la fois, problème que tu as. à la fois, c'est un trait commun à beaucoup même de milliardaires, tu vois, qui sont très sûrs d'eux, et donc c'est pas forcément, ça peut apporter des inconvénients en connexion au réseau de temps en temps, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'avantages en business, ça permet d'avoir une confiance dans tout ce que tu engages bien supérieure au reste des gens, et ce dont tu as besoin en général pour lancer un projet ou pour faire scaler un projet, c'est de la confiance en toi à tout prix. Donc c'est pas Faut le forcément... contrôler en fait. Et, Ouais, et, bien sûr. et juste avant que je parle des relations privées avec Ous, du coup, c'est quoi ton caractère? Toi, tu vas plutôt être pas introverti, c'est autre chose, mais tu vas afficher une grosse confiance en toi ou enfin, en apparence physique, t'as pas l'air, tu vois, t'as pas l'air d'être le mec grande gueule qui va prendre trop de place. Mais je te connais pas en privé, tu vois, j'ai pas fait de soirée avec toi, j'ai pas eu d'activité avec toi, j'ai pas vraiment bossé avec toi. On a eu quelques visios dans lesquelles tu m'expliquais des trucs quand tu parlais de ton sujet, je t'écoutais, tu vois. Mais je te connais pas assez personnellement pour savoir. Du coup, t'étais comment? Plutôt timide ou grande gueule? Alors, ça serait pas à moi de le dire, ce serait quelqu'un d'extérieur de dire, mais je pense que je suis plutôt quelqu'un d'assez calme, calme mais extraverti. C'est-à-dire que tu vois, Tai Lopez, il parle souvent de extraverti, introverti, il essaie de définir dans les deux, même s'il y a des fois un juste milieu. Moi, je serais plus extraverti. J'ai pas de mal à aller parler aux gens, j'ai pas de mal à connecter, j'ai jamais eu de mal à. Je suis pas timide, tu vois, c'est pas, ça me pose pas de problème, C'est pas ça que ça mais veut je suis dire, assez calme. introverti, extraverti. Introverti veut dire qu'on récupère son énergie tout seul. Extraverti, on récupère son énergie au contact des autres. Ok, ok. Et Je les pense gens que je suis utilisent mal ce mot. Ils croient que extraverti, ça veut dire se donner en scène. Non, c'est pas ça. Se donner en scène, c'est de grande gueule, si tu veux. Mais Je pense que je suis extraverti quand même. Alors. Je pense que je récupère non, mon énergie t'as auprès besoin des d'être au autres. contact des autres. J'ai besoin d'être au contact des autres et des personnes avec qui je m'entends bien, tu vois. Forcément, c'est différent que par exemple dans des appels de vente. Mais c'est vrai que du coup, c'est un point, entre guillemets, un inconvénient quand tu es entrepreneur, parce que quand tu es entrepreneur, tu passes la majorité de ton temps dans ton bureau, tout seul. C'est ça la réalité de l'entrepreneuriat. Et donc, c'est dur, faut aller puiser ses batteries chez les autres, quoi. Mais donc, je pense que je suis assez calme, Ok, donc t'es extraverti du vraiment un coup. extraverti. Ouais. Moi, c'est l'inverse. Ouais, Je ouais, suis très ouais, ouais. content d'être tout seul. Ça me prend énormément d'énergie d'aller faire des rendez-vous. J'aime pas ça. Ah ouais. Très bien, je récupère tout seul. En fait, tu me laisses tout seul dans ma cave, je suis au top. Je crée, tu vois, j'ai créé Bonsaï comme ça, quoi, tout seul dans ma cave, si tu veux. Ouais, ouais, non, je pense que vraiment, je suis du coup plus un profil extraverti. Ok, Et, cool. J'étais et curieux, tu vois, après, je te connais pas ouais. encore, je veux savoir. Bah, tu me diras peut-être l'inverse, hein. Peut-être que quand on se verra ou qu'on travaillera ensemble, si un jour on travaille ensemble, tu me diras que au final, je suis plutôt en profil inverse. Mais c'est vrai que du coup, c'est assez compliqué de se définir. C'est plutôt aux autres, je pense, de le définir. De la même manière que, ouais, pour tous les traits de caractère, c'est dur de se voir toi-même. Donc, je pense que c'est plutôt aux autres Avec du de temps, se tu voir. sauras. Moi, je Ouais, connais, tu vois, j'ai presque 40 ans maintenant, j'ai un enfant, ouais, et je sais quels sont. Enfin, je connais mon caractère, je connais mes défauts, mes qualités. À un moment, tu vas les connaître. La vie va te les apprendre, tu vois. Même si tu veux pas savoir, tu vas recevoir un message. Question suivante au sujet d'Oussama en privé. Je le connais pas non plus, je suis curieux. Ça se passe comment en privé avec lui? super bien. Franchement, écoute, je réfléchis, mais Oussama en privé, c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux. C'est-à-dire qu'il dépense sans compter pour toi, enfin, pour son entourage, pour ses proches. Il a un cercle, il y a le Oussama en public que tout le monde voit, et puis il y a le Oussama en privé où il a plus de mal à ouvrir son cercle privé, mais une fois qu'il te l'a ouvert, qu'il t'a fait confiance, c'est génial parce que tu peux échanger avec lui de manière très libre. Mais c'est surtout quelqu'un qui a aucune, comment est-ce que je pourrais dire ça? Insécurité. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment quelqu'un qui n'a aucune insécurité, il est très sûr de lui enfin, il a pas de problème il connaît sa valeur, tu vois, sur tous les domaines de ce qu'il fait dans la vie. Et pour ça, c'est vraiment un personnage il y a des personnes, si tu veux, on reconnaît des profils, des caractères qu'on peut retrouver chez différentes personnes. J'ai encore jamais réussi à trouver quelqu'un avec un profil similaire que Osama, dans tous les gens que j'ai pu rencontrer. Et c'est aussi ce qui peut potentiellement expliquer le fait que ce soit Osama et que voilà, il a cette portée-là, cette aura-là. Mais il est très imprévisible dans tout ce qu'il fait, dans le bon sens. Il n'a pas du tout, il a pas du tout de chemin rectiligne, si tu veux. Tu vas penser qu'il va faire A et puis il va faire B, et puis voilà. Mais quelqu'un de très très généreux. Franchement, un très très bon ami. C'est vrai que maintenant que tu le dis, j'ai du mal à trouver un archétype du genre ah ouais, ça c'est un mec comme Oussama. Non, il y a aucun mec que je connais où je pourrais me dire ouais, c'est le même genre de gars. Non. Non.
Et j'ai peut-être ce truc-là aussi. Tu vois, il n'y a pas trop de gens où on va dire, ah, c'est un mec comme Corda. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Compliqué. Et j'aime bien ce genre de profil qui a misé sur une recherche interne. Et la recherche, c'est quoi mon identité? Et derrière, le travail, ça va être un alignement à son identité. Et c'est sans doute ce que Oussama a fait. Et j'ai l'impression qu'en plus, là où il est supérieur à moi, peut-être en stratégie, c'est que je crois qu'il connaît son identité et il sait comment, publiquement, se décaler un peu pour être compliant, c'est-à-dire pour pas trop choquer l'opinion publique. Il sait sur quel sujet il va pouvoir vraiment se positionner sur son identité et sur quel sujet il va être en mode je m'en fous un peu, tu vois. Je pense que je pense, mais je vais tenir telle et telle position pour pas avoir plus d'emmerdes que j'en ai déjà. Parce qu'il impose déjà vachement une identité très unique. Tu vois, comparé aux entrepreneurs français classiques, il reçoit un niveau de haine qui est 10 fois supérieur. Il est vachement plus polémique comme mec. Pourquoi? Parce qu'il a une vraie identité. Il n'est pas transparent. Il n'est pas juste une copie de copie de copie. Il ne s'est pas juste calqué sur la pensée dominante. Voilà, il arrive avec son style à lui. Et il ne fait pas trop de compromis. Mais je crois qu'en fait, si. Je crois qu'il y a certains points où il s'est dit, c'est bon, tu vois, je ne vais pas charger la note. C'est déjà compliqué de me faire accepter en étant autant moi-même. Il y a tel et tel sujet. Chose que j'ai eu plus de mal à faire, que j'essaye de faire aujourd'hui. Je pense que c'est nécessaire pour une réussite en business. Et je crois qu'un mec comme Yomi, lui, est vachement plus dans, non, nique sa mère. Moi, je suis là pour la win. Donc, mon identité, c'est pas important. Je suis pas un influenceur dans l'identité. Je suis moi-même en privé. Je le connais pas en privé. Je m'attends à ce qu'en privé, il soit lui-même. Et qu'en public, ils se disent tous les sujets qui peuvent m'attirer des emmerdes. Et je vais pas commencer à faire le fou dessus et à prendre des risques dessus. Je vais capitaliser sur les méthodes de succès public. Genre, je vais faire du capital sympathie, tandis que je promouvois ma personal brand et que je fais mon business. Ouais. Mais après, je pense que c'est aussi assez commun à tous les entrepreneurs. Je pense que tous les entrepreneurs qu'on a pu rencontrer à Dubaï ou ailleurs dans le monde, si on avait les discussions qu'on a entre entrepreneurs sur des avis politiques ou économiques devant des journaux télévisés, genre TF1 en France ou classique, les gens se décomposeraient. C'est quoi ces malades? Parce qu'en fait, on n'est pas dans le cadre classique et on a une pensée beaucoup plus extravagante, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'effectivement, tu as des profils qui gèrent mettent plus ou moins le curseur bas. Après, pour avoir rencontré Yomi, même Tugan ou Sama, en général, les gens sont assez proches de ce qui paraissent en vidéo, enfin de ce qu'ils ont en vidéo en termes de personnage. Yomi, pour le coup, en bon sens, c'est que je m'attendais pas à voir quelqu'un d'aussi chaleureux. Tu vois, il est vraiment très souriant, très déconneur, beaucoup plus que j'avais l'impression en vidéo. Donc voilà, mais c'est pas si éloigné que ça. De la même manière que Tugan, tu vois, je pensais qu'il y avait, tu te dis mais est-ce qu'il est vraiment comme ça en vrai? Et non, il est vraiment comme ça en vrai, mais il est très agréable. Les gens sont pas si éloignés, et parce que c'est aussi très difficile de faker de l'authenticité ou de faker un personnage pendant si longtemps. En fait, les gens s'imaginent souvent que c'est soit on est une marionnette ou que tu joues un jeu devant la caméra, mais en fait, les gens ils sont ce qu'ils sont quoi. Alors après, effectivement, tu mets le curseur. Tu mets le curseur pour être plus ou moins compliant entre guillemets, mais il y a pas un écart. Enfin, c'est très rare pour moi qu'il y ait un écart énorme entre la personnalité de la personne et ce qui est pareil en vidéo. Étape suivante de tes aventures personnelles, tu t'es retrouvé chez Alex Hormozi, qui est en ce moment la superstar de l'email, la superstar du marketing online, la plus connue, la plus chaude au monde. Enfin, c'est le plus gros mec en marketing mondial, quoi. Et t'as débarqué chez lui à Vegas. Ouais, alors pour le coup, j'étais pas sur son sofa, même si j'aurais bien aimé. En fait, j'ai vu l'opportunité, c'était cet hiver, donc l'hiver 2023, il y a un an quasiment, où je me baladais sur son site et j'ai vu qu'il proposait un workshop. Et parce que j'avais un contact qui travaillait avec lui, qui m'avait envoyé un message en disant tiens, check sur le site, regarde, il peut y avoir un truc qui peut t'intéresser. Donc j'ai regardé et j'ai tout de suite pris un appel avec un membre de sa team. Et j'ai dit peu importe le prix, vous me mettez un billet. Et en fait, le prix n'était pas si élevé que ça, tu vois. Et je suis parti un mois après ou un mois et demi après à Vegas, en étant mineur là-bas, parce que du coup j'avais 19 ans à ce moment-là. C'était quoi le prix? C'était 3000 $. Ah ouais, ça va. C'était vraiment, c'était donné quoi. J'aurais été prêt à mettre 10 fois plus. Question, t'avais quel âge? 19 ans. Ok, donc 17 ans, Bootcamp Toucan, 18 ans, Sofa Oussama, et 19 ans, la rencontre avec Alex Hormozi. Exactement. Et donc, je sais pas ce que je vais pouvoir faire pour mes 20 ans. J'ai intérêt à ce que je me bouge. Mais du coup, ouais, c'est ça. Je suis arrivé là-bas, j'étais le seul français. Parce qu'en fait, ils ont fait maintenant pas mal de workshops, ils les réitèrent. Mais à l'époque, c'était le tout premier, c'était la toute première version. C'est-à-dire que c'était vraiment la V0, quoi. Je suis arrivé là-bas et j'ai eu des galères pour les hôtels, parce que forcément, à Vegas, c'est 21 ans. Donc j'étais mineur pour passer la douane, et voilà. Et je suis arrivé là-bas, j'étais le seul français et j'étais le plus jeune. Il y avait personne qui avait en dessous de 20 ans. Les hôtels sont tous des casinos, donc sans avoir 21 ans, t'as pas le droit d'y être. Faut être dans un hôtel qui fasse pas casino, ce qui est rare à Vegas. Donc j'ai eu pas mal de frais en hôtel.
le temps que je me fasse rembourser pour certains, d'autres pas. Mais donc ouais, je suis arrivé là-bas et en fait, en étant le seul Français et le seul, le plus jeune, Et donc il y avait la double. T'étais c'était seul français et le mec le plus jeune. et le mec le plus jeune. Et d'ailleurs, je me suis fait du coup interviewer rapidement sur la chaîne de Leila Hormozi suite à ça en fait. Euh, et je suis venu de Dubaï, donc j'étais venu de Dubaï jusqu'à Vegas, donc j'ai traversé le globe, tu vois, pour faire l'aller-retour pour quelques jours, pour 4 jours quoi, en étant complètement jet lag parce que c'est aux deux inverses, aux deux opposés. Et donc voilà, voilà pour l'anecdote. Et ça a été utile? T'as appris des choses intéressantes? Énormément, ouais. Très, très utile. C'est contenu extraordinaire. Tu découvres ce que c'est qu'une boîte qui tourne à 250 millions de dollars par an. Tu découvres les talents qu'il y a au sein de cette boîte-là. Et tu découvres à quel point c'est vraiment, quand tu passes les 10 millions de dollars par mois, c'est business of people, quoi. C'est à quel point tu vas avoir des talents, comme des micro-boîtes dans ta boîte, qui vont diriger ta boîte. Parce qu'en fait, tu peux pas faire ça sans. Et donc, ouais, tu rencontres en fait une team qui, pour chacun des, tu vois, ils avaient un copywriter notamment. Le copywriter qu'ils ont recruté, c'était un des copywriters de Amazon. La RH qui ensuite, que j'ai fait intervenir chez les Matthews, que j'ai fait intervenir sur mon mastermind, où Valère d'ailleurs intervenu également, a été la RH de DHL et aussi en partie de Amazon. Donc ils ont vraiment des top, top, top talents de tout le marché. Par exemple, leur chef content officer, vraiment celui qui s'occupe du contenu, c'était celui qui s'occupait du contenu de Gary Vee pendant 10 ans. Donc on avait vraiment les meilleurs du marché dans chacun des domaines et chacun était un maître en fait dans son domaine. Donc c'était extrêmement intéressant de pouvoir voir à quel point juste un mec de leur team nous bat tous, tu vois, alors qu'il bosse pour lui quoi. Ah, il y avait que des A-players, forcément. A++, ouais, là c'était vraiment impressionnant. Je crois que les gens se rendent pas compte du luxe que c'est. Quand tu es passionné par le boulot et que tu es passionné par ce que tu fais, le matin tu te lèves et tu sais que tu vas bosser avec ta team, que c'est des potes et qu'en plus c'est des A++ players. En gros, c'est comme si chaque journée c'était Noël. Tu as des rencontres ultra stimulantes. C'est comme si tu aimes le foot et que tu vas jouer avec les plus grandes stars, tu vois. Tu vas t'entraîner avec les mecs les plus connus. Pour nous, c'est ça en fait. Notre game, c'est le business. Et quand tu bosses avec ces gens-là, mais bordel, chaque interaction, c'est Noël. Alors, il y a des challenges et tout. Ouais, mais quand t'es avec des putains de players, t'es plus sur des résolutions de problèmes à la con où t'as l'impression de gâcher ta vie. Non, t'es sur de la créativité ultra stimulante. T'as des mecs qui pensent avec des angles auxquels t'aurais pas pensé. C'est pour ça que c'est des top players. Plus avec une capacité de trouble solving qui est hallucinante. Il n'y a pas de problème avec eux, tu vois. C'est genre, la seule limite, c'est l'imagination. C'est vrai que je l'ai pas vu comme ça, mais pour côtoyer des amis entrepreneurs, même dont Valère typiquement qui est dans le chat, les interactions qu'on a quand on se voit à chaque fois, c'est c'est ultra riche quoi. On ressort de là, moi, on a tous le cerveau complètement explosé tellement on a d'idées et de choses. Et donc t'imagines de bosser avec des personnes comme ça au quotidien. C'est vrai que je pense qu'au-delà de l'argent, un des objectifs de faire des boîtes à 100 millions de dollars par an, 200 millions de dollars par an et plus, c'est de pouvoir côtoyer et se payer le luxe de pouvoir travailler avec des personnes comme ça qui travaillent avec toi ou pour toi. Je pense que c'est effectivement c'est un vrai objectif quoi. C'est sous-estimé ça. Et pour très très bien connaître Tougan, lui, c'est une de ses stimulations dans le business. Alors, il aime l'argent, on aime tous l'argent, sinon on fait pas de business. Mais en vrai, tu as certains businessmen qui sont pas spécialement dans un amour abstrait de l'argent ou un amour abstrait de la dépense. Enfin, je sais pas pour toi, mais je fais même pas de soirée, j'ai pas de trucs bling bling. La montre que j'ai, je la kiffe, c'est pas pour le prix qu'elle vaut. Enfin, je suis pas si... Et toi, c'est quoi? C'est une Tissot que j'ai acheté 200 euros quand j'avais 16 ans, tu vois. Ok. Et tu vois, mais c'est ça, j'ai des potes ici qui me disent, mais achète-toi une Richard Mille, achète-toi une Patek Philippe, tu vois. Si tu kiffes ta Et je montre. pourrais, mais enfin, c'est pas pour ça que je le fais. En tout cas, je suis pas J'entends sensible à ça bien. pour le moment. Ça veut pas dire que par le Et, futur, c'est impeccable. et Tougan, ce qu'il me disait très tôt, c'est lui, ce qu'il stimulait, c'était d'avoir des discussions avec les mecs les plus smart possibles. Et c'est le plus grand luxe qu'on puisse lui offrir. Tu vas pas lui offrir un t-shirt, il en a rien à foutre. Tu vas pas lui offrir une Lambo, il a pas le permis. Non, une discussion avec un mec vraiment sharp, c'est Noël. Et avec le temps, en fait, j'en viens à avoir le même feeling. Alors, mon feeling, c'est bosser avec eux. Plus que discuter avec eux, j'aime pas trop les discussions. Moi, j'aime bosser avec les gens. Genre, on se met d'accord, toi, tu fais ça, moi, je fais ça. On prend nos engagements. Et derrière, quand je reçois des emails contenant le travail de mes collaborateurs, et quand ils sont bons, ben, chacun de ces mails, c'est comme si je me faisais livrer des cadeaux à la maison, tu vois. T'as le transpalette qui arrive avec, bam, le gros truc qui brille, et je suis là, ah, c'est Noël. Et c'est ça que je cherche, plus que juste du pognon abstrait. Et toi, tu sais ce que tu cherches? Alors, c'est très intéressant parce que j'ai très longtemps cherché la liberté, maintenant je l'ai. Parce que j'arrive, ça y est, à un niveau où, voilà, on arrive sur des paliers où, en fait, quand tu as fait ton premier million, tu commences à avoir la liberté. T'es pas très loin, mais tu commences à avoir la liberté. Et donc là, je suis en train de me reset, entre guillemets, des objectifs, des attentes, des ambitions. Et j'ai pas encore une clarté exacte sur, euh, sur pourquoi est-ce que je le fais. C'est marrant parce que j'en ai discuté aussi avec des amis, j'ai pas un why qui est extrêmement puissant, mais en fait, juste que j'aime ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire que le marketing, monter des boîtes, monter des projets,
les gens me disent, mais comment est-ce que tu arrives à bosser autant? Mais c'est juste que je ferais quoi sinon, en fait? Tu veux que je fasse quoi? Il y a, il y a- Enfin, aller en vacances, c'est bon 48 heures, quoi. C'est cool 2 jours, mais après, t'as envie de bâtir des trucs, t'as envie de revenir au boulot. Donc, il n'y a rien d'autre de mieux à faire que ça, quoi. Tu vois? Il n'y a Ah, rien de ça, les plus gens captent excitant pas. que de bâtir des projets. C'est le game. C'est-à-dire, tu vas voir un gamer, pourquoi tu joues au jeu? Mais ça l'amuse, en fait. Ouais. Et quand ton jeu, c'est de bâtir des business, en fait, c'est amusant. C'est très amusant. Et on ne peut pas vraiment le remplacer par autre chose. C'est-à-dire, on ne peut pas te foutre un jeu vidéo devant la gueule et tu t'amuseras autant. Non, si, pendant une demi-heure ou quoi, mais à un moment, les enjeux ne sont pas les mêmes. C'est comme quand tu es habitué à jouer du poker avec l'argent. Oui, bah, s'il n'y a plus l'argent, c'est moins drôle, tu vois. Il y a moins d'émotions, il y a moins de challenge. Tu as moins des players de niveau international en face. Le business, il faut comprendre à quel point c'est ludique. Le marché, c'est la guerre. Et quand tu arrives avec ton cerveau, ton énergie et un peu de magie face aux compétiteurs, face au marché et à sa demande, c'est un jeu qui est ultra stimulant intellectuellement. Il n'y a rien de plus stimulant que la guerre capitaliste. C'est extrêmement. C'est exactement ça, c'est un jeu. Moi, j'ai joué quand j'étais très jeune à Clash of Clans. Tu sais, t'as ton village, tu augmentes, t'as de l'or, de l'élixir, et puis tu augmentes progressivement. Je vois vraiment mon business comme ça, je le visualise, je suis quelqu'un de très visuel, d'où le principe de mind map, tu sais. Je visualise les différents pôles de mon business, acquisition, délivrabilité, sales, et je vois exactement, tiens, là on pourrait maximiser ça, là on pourrait maximiser ça, et c'est vraiment un jeu, quoi. Salut et bienvenue sur Skillflix, le Netflix de la réussite. Toutes les compétences pour réussir ton business en ligne. Montage vidéo, design, copywriting, tous les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, il y a même LinkedIn. Les plus grands experts français. Lohan LV, il est aujourd'hui le leader de la plus grosse communauté de youtubeurs en France. Il va t'expliquer comment te lancer et percer rapidement sur YouTube. Alex Callan, les plus grands entrepreneurs online, tels que Yomi Denzel, ont fait appel à lui. Au total, il a généré plus de 37 millions d'euros de ventes pour ses clients. Moi-même, Jean-Marie Corda, créateur de contenu depuis 15 ans et CEO de la plateforme, je suis un spécialiste de la créateur économie. Quel que soit ton business en ligne, je vais t'apprendre les rouages du personal branding et de la création de contenu pour que tu puisses te développer sur les réseaux. Et en plus de ça, d'autres experts sur tout un tas de domaines, immobilier, intelligence artificielle, Web3, profitent de Skillflix. C'est une offre exceptionnelle à un prix dérisoire pour accéder à toutes les connaissances ainsi qu'à la communauté d'entraide, afin de te développer et de développer ton business à plein potentiel. À tout de suite, je te retrouve de l'autre côté.